C'est la mosquée la plus visitée de France. La Grande Mosquée de Paris, inaugurée en 1926. À l'époque, l'édifice, construit en hommage aux soldats musulmans morts pour la France, avait bénéficié d'une subvention de l'État. Mais près de 100 ans plus tard, l'institution doit naviguer dans un contexte difficile, sur fond de crise du financement des mosquées. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est en France, au cœur de la Grande Mosquée de Paris et de ses jardins. Lieu de culte, lieu de culture, lieu de vie. Tout a commencé le 19 octobre 1922, il y a 100 ans. Presque jour pour jour était posée la première pierre de cet édifice. Retour sur un projet unique en Europe, tout en images. La construction de la Grande Mosquée de Paris débute après la Première Guerre mondiale. Comme le conflit a causé beaucoup de pertes parmi les soldats musulmans, le bâtiment est destiné à manifester l'amitié de la France pour l'islam. La première pierre est posée en 1922, sur les ruines d'un ancien hôpital, dans le 5e arrondissement de Paris. Des ouvriers d'Afrique du Nord travaillent sur le chantier pendant 5 ans et la nouvelle mosquée est inaugurée par le maréchal Lyautey. Le président de la République française est présent, ainsi que le sultan du Maroc et le fondateur de la mosquée, Si Kadour Ben Kabrit. Les inspirations architecturales de la mosquée sont diverses. Le bâtiment principal emprunte le style marocain de la mosquée de Fès. Les courbes andalouses du patio viennent de l'Alhambra de Grenade. Et le minaret de 33 mètres de haut est inspiré d'une mosquée tunisienne. La Grande Mosquée de Paris est une des plus grandes mosquées de France. Et c'est aussi la plus vieille de la métropole. Aujourd'hui, la Grande Mosquée de Paris fait figure d'exception. Tous les acteurs de l'islam de France le disent. Il y a un manque de lieux de culte musulmans dans le pays, en cause des difficultés de financement pour les construire, mais aussi des blocages administratifs. Illustration en région parisienne avec Laura Cambo. Tous les vendredis, une file d'attente de plusieurs centaines de mètres se forme pour accéder à cette mosquée de Nanterre. Les fidèles s'organisent pour venir plus tôt afin d'avoir une chance d'assister à la prière. Il reste une centaine de places à l'intérieur. Beaucoup de ces musulmans viennent des villes adjacentes et se sont déplacés. Mais plus de 300 d'entre eux resteront à la porte. Beaucoup frustrés en fait de ne pas pouvoir prier normalement comme n'importe quel fidèle de quelque confession que ce soit puisse le faire. Et à l'intérieur, les salles sont pleines à craquer. Cette situation est loin d'être une exception. Selon un rapport du Sénat, on compte plus de 5 millions de musulmans en France pour seulement 2500 mosquées. De son côté, la direction cherche une solution désespérément. Depuis 4 ans, elle essaie de racheter cette école adjacente désaffectée pour doubler sa capacité d'accueil. Nous, l'extension, avec l'accord de la municipalité, c'était justement d'agrandir pour avoir une salle de prière plus importante et qui puisse accueillir 1500 fidèles. Refus de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui a saisi la justice 2 fois. Le prix de vente a d'abord été revu à la hausse. Aujourd'hui, elle s'oppose au changement d'affectation du bâtiment. Dans un communiqué, cette explication nous est fournie. La préfecture a indiqué à la commune que ce bâtiment public pouvait intéresser l'État pour l'accueil des jeunes du service national universel. Un usage du bâtiment qui n'avait pas été envisagé avant. Pour l'équipe dirigeante de la mosquée, c'est une étrange coïncidence. Je peux me poser la question aussi, est-ce qu'il n'y a pas un amalgame qui est fait? Est-ce qu'il n'y a pas forcément, entre guillemets, une volonté politique de dire nous on ne laissera pas faire? Et c'est ça qui aujourd'hui peut nous embêter. Au-delà des blocages administratifs, les mosquées font face à des difficultés de financement. Depuis la loi sur la laïcité de 1905, l'État a interdiction de financer des associations cultuelles. Et depuis une loi promulguée l'an dernier contre le séparatisme, la République encadre les levées de fonds pour toutes les religions, dont l'islam. Le principe, c'est de déclarer tout don au-dessus de 10 000 € pour pouvoir avoir une vision de qui finance quoi. En réalité, c'est surtout pour avoir un œil éveillé à qui va diriger et savoir s'il y a ou non une influence étrangère qui s'implante sur le territoire.
Avant la loi, seuls 10% des mosquées étaient financées par des dons étrangers venant d'États ou de riches mécènes, l'immense majorité des lieux de culte musulmans étant financés par les fidèles. C'est le cas de cette mosquée du sud de Paris. 600 musulmans sont rattachés à ce local, installé dans un sous-sol sans fenêtre. Ça s'est accentué avec la problématique du Covid et tout, c'est que maintenant l'édifice est beaucoup trop petit et donc on est sur 2 offices maintenant le vendredi, une première prière, une deuxième prière. Mais malheureusement on est quand même obligé de faire la prière dehors, donc on empiète sur l'espace public malheureusement. Pour que tous puissent être accueillis, les fidèles se cotisent pour la construction d'une nouvelle mosquée, un projet lancé il y a 10 ans. Sur les 2 750 000 € nécessaires, il manque encore 400 000 € pour finir la construction. C'est une commune qui est extrêmement paupérisée, donc vous êtes dans un milieu de retraités, d'ouvriers. Et donc voilà, rares sont ceux qui sont cadres au sein de nos fidèles. Chaque semaine, les fidèles se rendent sur le chantier de la nouvelle mosquée où Mourad Salah présente l'avancée des travaux. Ce hall d'entrée, c'est celui qui va nous permettre de desservir la salle de prière principale. En France, les églises construites avant 1905 sont propriété de l'État. Leur entretien est donc financé par le contribuable. Si Mourad Salah comprend les exigences légales de transparence pour les mosquées, il dénonce un déséquilibre. Que nous, on contribue au maintien et à l'entretien de nos édifices et au bien public, mais du coup, on n'a pas cette réciprocité, c'est-à-dire qu'on n'a pas on aurait aimé avoir au moins une défiscalisation sur la TVA. On cherche à être autonome, on cherche à être indépendant. Si l'État, dans ses politiques restrictives, devient de plus en plus exigeante, c'est un peu comme il y a 30 ans, 40 ans, nous renvoyer à l'islam des caves, quoi. Pour ces fidèles, l'État devrait proposer des solutions pour le financement des mosquées, une façon de mettre fin une fois pour toutes à l'exercice clandestin de l'islam dans des lieux inappropriés. Shems Eddinafis, bonjour. Vous êtes le gardien des lieux, le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Ce manque de place, quelles conséquences il a concrètement sur les fidèles ? Écoutez, d'abord, donner une très mauvaise image de l'islam. On se rappelle de la période où les fidèles étaient contraints de faire la prière dans la rue. Ça a eu à la fois un impact négatif, mais il y a eu une instrumentalisation de ce type d'opération où on a pris des images. Moi, je rappelle aux États-Unis, les Américains pensaient que les musulmans avaient envahi les rues de France, alors qu'il y avait peut-être 2 rues dans toute la France, ici à Paris et peut-être à Marseille. Donc oui, il y a des instrumentalisations politiques, mais moi, en tout cas, je considère qu'il est véritablement anormal lorsqu'on va adorer Dieu, lorsqu'on va se prosterner, on a besoin d'avoir un lieu propre. Si vous voulez, chez les musulmans, il y a une période importante de préparation, les ablutions. Il faut qu'on se mette en direction de la Mecque et il faut qu'on soit dans un endroit qui soit, je dirais, suffisamment propre pour expliquer que nous allons à la rencontre de notre Créateur. Donc ce n'est pas une clause de style d'aller faire la prière dans la rue, c'est ce qu'il y a pour moi d'horrible et il faudrait vraiment l'éviter. Justement, vous signez cet essai, N'en déplaise à certains, nous sommes des enfants de la République, qui vient de sortir chez Kalman Levy. Pourquoi ce texte et surtout, pourquoi ce titre encore en 2022 ? Encore en 2022, lorsque nous sommes dans la campagne présidentielle, on voit bien qu'on essentialise les musulmans. On essaie de montrer que les musulmans ne sont pas des personnes, des citoyens comme les autres. Et donc, je rappelle que nous sommes des citoyens, que nous affichons notre citoyenneté et qu'en même temps, être citoyen et musulman n'est en rien incompatible. Le président de la République l'a rappelé ici, même dans ce patio magnifique, que le musulman était un citoyen à part entière. Et donc c'est ça le message qu'il faut absolument rappeler en permanence. Donc si je suis obligé de faire ce type de livre avec un titre un peu provocateur, c'est parce qu'il y a aujourd'hui à la fois des hommes politiques, mais des formations politiques et même des associations qui considèrent que les musulmans n'ont pas leur place. Je veux leur dire que je suis un citoyen, je suis fier d'être un citoyen français, mais en même temps, j'affirme mon islamité sans provocation, sans chercher avec ostentation à le faire. Vous savez, malheureusement, je suis avocat dans la vie civile, mais lorsque je suis musulman, je descends d'une case. Et ça, c'est insupportable et anormal.
Alors, la Grande Mosquée de Paris forme également des imams. Vous, en tant que recteur, vous avez modifié l'ensemble du programme. Vous avez notamment mis en place, je cite, une commission d'adaptation du discours religieux à la société française. Pourquoi ce choix ? Écoutez, aujourd'hui, en France, il est évident que pour certaines pratiques, nous avons des difficultés. Donc, je veux montrer que l'islam, depuis 14 siècles, a toujours su s'adapter à des situations, à contextualiser sa présence dans des espaces qui ne sont pas toujours les mêmes. Donc aujourd'hui, nous pouvons nous adapter. Moi, je demande un effort à mes imams, c'est que face au dogme, sans le remettre en cause, sans chercher à modifier quoi que ce soit, nous pouvons l'adapter à la société dans laquelle nous vivons. La tenue vestimentaire, notre façon de nous nourrir, notre façon de nous exprimer, tous ces éléments peuvent être pris en considération par des imams chevronnés. Et j'ai associé l'université d'Al-Azhar, l'université de la Zitouna, qui sont les deux centres de rayonnement du sunnisme. J'ai également sollicité une université théologique en Algérie pour leur demander de nous accompagner dans ce travail pour expliquer aux musulmanes et aux musulmans de France, voilà quelle est l'attitude que nous devons avoir sans remettre en cause notre islamité, mais en intégrant l'ensemble de la société française. Chemseddine Hafiz, merci beaucoup à vous, recteur de la Grande Mosquée de Paris. Merci. C'est la fin de ce numéro. On se quitte à 33 mètres de hauteur sur le minaret de la Grande Mosquée de Paris. C'est d'ailleurs le plus haut de France. Excellente journée à vous sur France 24.